Aujourd'hui, nous allons parler de deux organes essentiels à la régulation de l'organisme ainsi qu'à la filtration du sang. Vous l'aurez compris, nous allons parler des reins. Nous possédons deux reins, situés sous le diaphragme au niveau des côtes flottantes. Ils agissent comme une sorte de station d'épuration de l'organisme, en assurant trois grandes fonctions. D'une part, l'excrétion de tous les déchets de notre corps vers notre urine. D'autre part, le maintien de notre volume sanguin à une quantité donnée. Et enfin, le maintien du pH de notre sang presque neutre. Ainsi, en l'espace de 24 heures, nos reins voient passer en leur sein 60 fois notre volume sanguin et excrètent 1,5 à 2 litres d'urine par jour. Ce sont des organes très utiles, mais en conséquence très énergivores. Ainsi, nos deux reins consomment à eux seuls 20% du dioxygène que nous respirons. Plongeons maintenant un peu plus intimement dans l'anatomie du rein pour comprendre son fonctionnement. Il s'agit d'un organe d'à peu près la taille d'un point, en forme de haricot et de couleur extérieure rouge. Il se subdivise à l'intérieur en trois parties. Le cortex, où débute la filtration du sang. La médulaire, où se poursuit la filtration, où est produite l'urine. Puis le bassinet, cavité qui recueille l'urine qui est ensuite acheminée par l'artère à la vessie. Il est par ailleurs un système porte, vascularisé avec une arrivée en sang venant du cœur par l'artère rénale et un retour convergent par la veine rénale. Si nous zoomons un peu plus, ce sont en fait de petites unités fonctionnelles appelées néphrons qui assurent la filtration du sang dans nos reins. Au nombre de 1 million dans chacun de nos reins, les néphrons s'insèrent dans un réseau d'artériole, ce qui fait du rein un système porte. À la tête d'un néphron se trouve la capsule de Bowman. C'est là qu'arrive le sang par une artériole et ressort par une autre. Dans la capsule se forme un réseau de capillaires appelé glomérules. Ces capillaires ont la particularité d'être fenestrés, c'est-à-dire qu'ils présentent de nombreux petits trous qui permettent à l'eau et aux plus petites molécules du sang d'être filtrées vers la suite du néphron par simple gradient de pression. Ce filtre est complété par une lame basale, puis par les pédicelles, des extensions en forme de racines, des podocytes qui sont des cellules qui entourent les capillaires du glomérule. Cependant, cette première filtration est très grossière car elle laisse passer beaucoup d'eau et d'autres éléments que notre organisme souhaiterait conserver, tels que le glucose. C'est pourquoi la suite tubulaire du glomérule sert à la réabsorption de ces éléments et à l'excrétion d'autres déchets, par l'intermédiaire du sang et de transporteurs biochimiques. En somme, un néphron laisse passer au niveau du glomérule 20% du volume sanguin et 19% lui sont restitués dans la suite du tube néphrique. Bonjour Basile, Elisabeth Tomkiewicz, je suis médecin néphrologue, je m'occupe des reins qui dysfonctionnent et je travaille à la UB Santé Rennes. L'insuffisance rénale, c'est le fait d'avoir les reins qui ne fonctionnent plus ou mal. Elle est progressive le plus souvent et il y a plusieurs façons d'être malade des reins. Et la première façon dans les pays développés, c'est le diabète et l'hypertension. Et en dehors de ça, il y a des maladies qui atteignent les reins, qu'on appelle les maladies auto-immunes. Et enfin, il y a des maladies héréditaires. Dire qu'on peut complètement empêcher, je pense que pour qu'il n'y ait vraiment pas d'insuffisance rénale, il faut vraiment qu'on découvre les maladies quand il n'y a déjà pas du tout d'insuffisance rénale. Dès que la créatinine commence à monter, on sait déjà qu'on a une grande partie des reins qui est abîmée, mais on peut parfois garder des gens comme ça 15-20 ans sans dialyse. Il faut contrôler le diabète, l'hypertension, la protéinurie et aussi l'obésité, le tabagisme et l'activité physique. Tout le monde peut être touché. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'aura jamais de maladie rénale. Donc l'insuffisance rénale, c'est tous les âges de la vie et c'est une maladie de toute la vie. Alors l'insuffisance rénale est définie par un dosage dans le sang de créatinine sanguine. La créatinine, c'est un déchet de nos muscles qui se renouvelle en permanence. Ce déchet-là a comme intérêt d'être éliminé seulement par le rein. Du coup, ça en fait un bon marqueur parce que quand elle s'accumule dans le sang, c'est que les reins fonctionnent moins bien. Alors, c'est une question vaste du coup qu'on va développer en deux parties. Il y a d'abord la partie insuffisance rénale avant le stade de dialyse où tout le travail du patient va être de réguler justement les facteurs qui aggravent cette insuffisance rénale. D'abord, il va avoir besoin de prendre des médicaments, singulièrement des traitements contre la tension et contre le diabète. On va aussi proposer un régime pauvre en protéines. Donc ça, c'est avant l'insuffisance rénale terminale. Et puis, plus on va se rapprocher du stade terminal, plus il va y avoir de contraintes alimentaires. Et puis après, bien sûr, on ouvre ce grand chapitre qui est la dialyse.
Il y a l'hémodialyse d'une part, qui consiste à faire sortir le sang de l'organisme pour le nettoyer sur une machine, puis de le réinjecter propre dans le patient. Et puis il y a la dialyse péritonéale, qui consiste à utiliser le péritoine, une membrane qui entoure tous les organes, et de s'en servir comme membrane d'échange. Et donc dans l'hémodialyse, tu peux avoir de l'hémodialyse très lourde, la nécessité de rester sur la structure de dialyse plusieurs heures, 2-3 fois par semaine. Et puis l'hémodialyse à domicile, où les gens vont vraiment tout faire du début à la fin, se dialyser eux-mêmes 3, 4, 5, 6 fois par semaine en fonction de leurs besoins, pour le plus d'autonomie possible. Plutôt 6 jours sur 7. Et l'hémodialyse, ça peut être tous les jours, ça peut être 3 fois par semaine. En théorie, si c'était compatible avec une vie sociale agréable, on pourrait dialyser les patients 12 heures par jour, tous les jours. On n'a jamais la dose de dialyse suffisante finalement. Je pense que c'est la contrainte qui vient en numéro 1 avant la douleur. Le sentiment d'être attaché à la machine. Les patients vont parfois évoquer la dialyse comme une prison. Après, il y a aussi des patients qui adoptent la dialyse. Alors non, il y a 100 000 patients traités pour une insuffisance rénale terminale. Après 50 000 dialysés, 50 000 greffés. On pense au contraire qu'il y a plusieurs millions de personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique. Oui, absolument. C'est à peu près 3% des dépenses de la sécurité sociale qui sont allouées à 0,3% de la population. Alors, des donneurs, il n'y en a pas suffisamment. J'ai pas tous les détails, hein. Il y a encore beaucoup d'opposition familiale aux dons. Il y a aussi des problèmes logistiques. Et parfois, tout pourrait être fait. Et ce jour-là, il n'y a pas de chirurgien. Ce jour-là, il n'y a pas d'anesthésiste. Ce jour-là, le bloc est plein. Et on peut, comme ça, ne pas faire suffisamment de prélèvements. Donc non, il n'y a pas assez de prélèvements. Et la durée d'attente de greffe peut aller de quelques mois à quelques années. D'où l'importance d'essayer de développer la greffe à donneur vivant. Pour pallier aux insuffisances rénales terminales, des médications couplées aux dialyses ou à une greffe sont mises en place pour sauver la vie des patients. Malheureusement, ces soins sont pénibles. Prise de médicaments immunosuppresseurs pour les greffes, des visites régulières à l'hôpital, des soins onéreux. Imaginez, en moyenne en France, le coût d'un patient dialysé est estimé à 80 000 € par an, contre à peu près 20 000 € pour les greffes. Les greffes sont donc moins chères, mais plus efficaces dans les faits. Cependant, il y a un problème. Le manque de greffons disponibles est insuffisant. Ainsi, la conception de reins artificiels résoudrait un problème de santé majeur. Pour cela, l'Université de Californie à San Francisco a décidé de mettre au point dans les années 2010 le Kidney Project. C'est donc le projet de la création d'un nouveau genre de rein artificiel qui remplacerait donc le greffon classique et diminuerait ses charges. Ce rein bio-artificiel implantable est plus petit qu'un gobelet de café. Il respecte donc l'échelle d'un rein classique qui fait une dizaine de centimètres. Comme un vrai rein, il sera autonome et remplira les mêmes fonctions. Ce dispositif se divise en 2 parties, un hémofiltre et un bioréacteur. L'hémofiltre permet la filtration du sang grâce à la pression artérielle et ne nécessite aucun apport énergétique. Cet hémofiltre est constitué d'une membrane robuste et compacte en silicium qui permet donc une plus grande capacité de filtration. Cet hémofiltre est biocompatible, c'est-à-dire qu'il permet d'avoir le moins de rejets possible. Le bioréacteur, quant à lui, permet la réabsorption des nutriments et des électrolytes. Il limite donc le comportement des tubulures rénales. Il est constitué de cellules souches spéciales qui permettent la réabsorption des nutriments et d'électrolytes qui sont essentiels au maintien de l'homéostasie. Évidemment, à l'instar de toute innovation technologique, le rein artificiel comporte lui aussi son lot de risques et d'inconvénients. Pour commencer, l'installation. En effet, c'est une opération qui demande de nombreux moyens et très invasive. Je vous laisse imaginer tous les risques chirurgicaux qui peuvent venir avec. De plus, certaines études ont montré que les personnes qui possèdent déjà un rein artificiel doivent boire en moyenne beaucoup plus d'eau qu'une personne saine. En effet, malgré son efficacité non négligeable, le rein artificiel ne pourra jamais subvenir à toutes les fonctions d'un rein naturel. Enfin, le rein artificiel est en phase de développement actuellement, mais passera sous phase de test sous peu. C'est une innovation technologique très importante qui pourra révolutionner le confort de vie de toutes les personnes possédant une insuffisance rénale.